Alors, de l'autre côté, il y a l'accompagnant. L'accompagnant, déjà, c'est curieux, c'est un nom qui vient d'un participe présent. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un mot, c'est une action, c'est un processus. L'accompagnant, il est dans un processus. L'accompagnateur, lui, doit connaître les procédures. L'accompagnant, lui, il est dans les processus. C'est-à-dire, il est dans la mise en mouvement d'une action et de plusieurs autres en même temps. Il y a des choses qui vont être corrélées ensemble. Il est dans l'instantané, dans l'instant de ce qui se passe. C'est-à-dire, il va tenir compte de la difficulté de la personne au moment où elle est dans la situation qu'elle va devoir réaliser et qu'il la met en difficulté. Et du coup, il a, si vous voulez, la vision, elle va s'inscrire. C'est une vision beaucoup plus large qui va tenir compte de la personne, mais elle va tenir compte de la personne dans ce qu'elle est, dans son histoire, et dans ses possibles, les choses dans ses forces et aussi dans ses faiblesses, et pouvoir, je dirais, cheminer avec elle là-dessus. Compagnon, moi aussi j'aime beaucoup tout ce symbolisme du compagnon. Le compagnon autrefois qui faisait son tour de France et qui avait son maître d'œuvre avec lui quelque part et qui l'aidait à faire son chef-d'œuvre sans jamais ni lui imposer le chef-d'œuvre ni en même temps il était là en interlocuteur et capable de discuter avec lui sur la qualité des matériaux, les meilleures personnes à rencontrer pour pouvoir réaliser son chef-d'œuvre. Donc voilà. Dans l'accompagnement, il y a quelque part la possibilité pour l'autre de prendre conscience non pas de ce qui est arrivé à la personne, mais de ce qu'elle en fait, c'est-à-dire de ses propres ressources. C'est-à-dire prendre conscience que, en fait, ce qui est vécu par la personne, c'est pas ça qui fait cette espèce de poids lourd qu'ils ont à traîner derrière eux, mais que c'est la manière dont ils vont prendre ce qu'ils ont vécu en cause et qui va pouvoir être aidante pour eux. Donc on est sur un processus et non pas sur... C'est être au plus près de la personne. La personne, elle est au centre. Dans la première posture, la personne, elle est derrière. Dans la deuxième, la personne, elle est au centre. C'est elle qui sait. Et moi, tout d'un coup, je vais interroger la personne sur ce que je vois qui est en train de se passer au moment où ça se passe. Et elle me répond. Et elle sait ou elle ne sait pas. Et en même temps, ce qu'elle sait ou ce qu'elle ne sait pas, c'est pas grave. C'est pas important. Mon rôle à moi va être simplement de jouer au miroir et de lui donner à voir quelque chose qui m'étonne et de questionner sur ce quelque chose qui m'étonne. Et les réponses, peu m'importe. Les réponses, c'est la personne qui les a. C'est elle qui les aura peut-être. C'est cette histoire de ça qui est un mot béquille. À un moment donné, elle va donner une première explication de ce qu'elle voit, de ce qu'elle sent. Et puis ça va s'affiner au fur et à mesure de cet accompagnement qui s'inscrit plutôt sur une durée. En tout cas, une durée, mais qui est une durée déterminée. Pour moi, un accompagnement, c'est un début, ça a une fin. Ça va nécessiter une posture. C'est-à-dire que pour celui qui accompagne, voilà, et Frédéric Lerbet le disait très justement, elle disait, c'est une posture. C'est-à-dire c'est vraiment une posture, c'est quand on fait du yoga, on travaille les postures. Alors, une posture, c'est quoi? C'est quelque chose qui est toujours en mouvement. Vous voyez, là, je suis dans une posture debout. Cette posture debout, elle est faite d'une suite d'équilibres et de déséquilibres compensés. Si j'étais statique, sans bouger, ce ne serait plus une posture. Par définition, la posture est toujours en mouvement. Et elle se cherche. Eh bien, dans l'accompagnement, je suis à la recherche de cette posture. Cette posture qui met l'autre au centre, sans arrêt. C'est toujours l'autre qui est au centre. Et je vais l'accompagner dans le respect, je vais dire, de ce qu'il est, de sa forme à lui, de ses attentes à lui, de son projet à lui. Et là, c'est toujours assez étonnant de voir combien les projets des jeunes sont différents de ceux que nous, adultes, on imaginerait pour eux, quand on les laisse causer.
Et par exemple, le projet, ça va être, moi j'aimerais bien pouvoir bien m'entendre avec mon copain, parce que je sais que si je m'entends bien avec mon copain, je vais pouvoir partir de chez moi et je serai tranquille pour trouver un travail. Parce que là, je sais que quand je suis chez moi, mes parents, ils vont toujours me demander de m'occuper de mes frères et sœurs, tout ci et ceci et cela. Et donc, vous voyez, c'est le projet du jeune, il est là. Mon projet à moi serait un projet de l'aider à s'insérer professionnellement, mais ça va pas se faire. Ou mon projet à moi, si je suis jeune fille turque, ça va être d'élaborer toute une stratégie par rapport à ma propre culture. Parce que dans ma propre culture, une femme qui travaille, c'est une femme qui vaut rien. Ce n'est qu'une femme qui est une débauchée. Alors comment faire pour pouvoir faire accepter à mes parents que je puisse justement travailler sans apparaître comme une débauchée et tout. Et c'est peut-être des choses comme ça qui vont se passer dans l'accompagnement. Et finalement, l'accompagnement ne va pas forcément se faire au niveau du projet direct, mais il va être centré sur la personne du jeune, sur ce qui est important pour lui, et là où c'est important pour lui. Et en faisant l'hypothèse que de toute façon, puisque c'est important pour lui, eh bien, c'est ça qui va être moteur de la suite de son insertion professionnelle. Dans cette posture où l'accompagnant il est perçu comme un miroir de l'autre, eh bien le feedback est toujours là. Feedback qui peut être positif, mais feedback aussi négatif. En tant qu'accompagnant, j'ai aussi à faire des feedbacks négatifs sur ce que je peux percevoir. De l'hygiène d'un jeune, par exemple, qui est centré sur un projet dans l'alimentaire, et qui n'a pas une hygiène minimum par rapport à lui-même. Et tout va être dans le comment pouvoir dire ce que je vois et ce que je sens de la situation, sans mettre en danger l'autre dans ce qu'il est, et en le laissant libre, simplement l'informer de manière non agressive et non prise par les sentiments qui sont les miennes, que c'est horrible un jeune comme ça, de toute façon c'est impossible qu'il aille travailler, il faudrait un minimum d'hygiène quand même, vous comprenez Madame Bauduin, un minimum d'hygiène. Et oui, et en même temps, s'il n'est pas prêt, peut-être qu'il y a des choses derrière. Souvent on découvre que ce sont des jeunes qui se mettent en échec tout seuls, qui sont en situation de ne pas avoir confiance en eux, qui sont en situation de déprime, ils ont déjà fait un certain nombre d'expériences et ils en ont ras-le-bol. Si c'est pour investir, comme le disait justement mon collègue tout à l'heure, si c'est pour investir dans un stage de 1 mois, à quoi bon? Mais à quoi bon? Voilà. Alors, dans cette posture, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la présence et de l'effacement. Et ça, c'est assez étonnant. C'est à la fois, il y a certains moments où il faut être très présent, et il y en a d'autres où il faut être complètement absent. Et dans cette présence et dans cet effacement, c'est permettre à l'autre d'être lui, d'intégrer ce qui se passe, de l'expérimenter, d'en faire des essais, des erreurs, de voir que c'est pas forcément ce qui est, de faire ses preuves, il y a tout un dans l'accompagnement, en fait, un bon accompagnement va aider l'autre à être libre seul. C'est-à-dire qu'en fait, dans l'accompagnement, c'est permettre à l'autre qu'il se sente bien avec lui-même dans ce qu'il est et comme il est et dans la forme dans laquelle il est lui-même. C'est-à-dire, en fait, faire en sorte qu'il se sente suffisamment rassuré et conforté sur ce qu'il est pour pouvoir trouver la voie qui sera la sienne, en sachant, peut-être que c'est mieux si je coupe, oui, en sachant que de toute façon, il va y arriver, qu'il va prendre le temps qu'il faudra, qui sera le sien, mais qu'en même temps, ça sera son projet à lui. Il y a quelque chose qui va être aussi de rôle éducatif. Dans les accompagnements, parfois, il y a des demandes qui sont faites. Souvent, quand il y a un accompagnement, je trouve que c'est toujours intéressant quand on arrive à une forme de contractualisation de qu'est-ce que le jeune arrive parce qu'il a une difficulté, des freins à lever. Alors bon, voilà, je travaille sur cette prescription-là. Il y a un frein à lever.
Et en fait, le frein, c'est celui que l'adulte qui est extérieur voit par rapport à son insertion. Et moi, je suis là au contact avec ce jeune et lui pose toujours la question, voilà, on parle ensemble de ce qui est important dans sa vie, de hiérarchiser ses priorités, de voir comment lui voit les choses, de lui faire des propositions de ce que moi je pourrais lui proposer en termes de formation. Sur des formations très concrètes, ça peut être des choses de la gestion du stress, ça peut être des choses de comment dire non, ça peut être donc travailler sur l'affirmation de soi, et ces propositions-là, je peux les lui faire, et c'est lui qui dit ce qu'il veut faire. C'est lui qui dit ce qu'il veut faire, et s'il me dit qu'il veut faire ça et que c'est pas du tout prévu au programme, eh bien c'est pas du tout un souci. On va faire ce qu'il dit qu'il est important pour lui de faire. Et je suis toujours extrêmement étonnée de voir combien, quand on colle à la demande du jeune, il y a ensuite quelque chose qui se passe et qui va me permettre d'arriver après, en fait, à théoriser sur l'accompagnement comme étant un espace initiatique. Quelque chose qui va être de l'ordre d'un parcours initiatique. Mais avant, oui, on va y aller directement. Voilà. Alors, évidemment, celui qui a beaucoup parlé des parcours initiatiques, c'est Von Gennep, et qui explique que, en fait, ces rites initiatiques vont signer le passage de l'enfant à une maturité affective et sociale. Il y a 2 dimensions qui vont être travaillées. Il y a la dimension affective et il y a la dimension sociale. Dimension affective, il y a déjà un problème de séparation. Un enfant, un jeune qui vient dans un accompagnement et quelqu'un qui vient tout seul. Il vient tout seul, ça veut dire qu'il est obligé de se séparer de ses parents, de son cadre personnel de référence, plus ou moins porteur d'aide pour lui-même, parfois même très destructeur. Certains jeunes sont carrément jetés à la rue. Et je rencontre de plus en plus de jeunes qui sont jetés à la rue par des parents qui n'arrivent plus à suivre. Et donc, ces jeunes arrivent en situation d'accompagnement. En fait, ils sont seuls. Ils sont coupés de leur père. Et là, c'est quelque chose qui est aussi assez intéressant. C'est que dans cette dimension individuelle, un adolescent, un jeune adulte, fait beaucoup référence pour se construire à ses pairs. C'est le langage, c'est la médiation qui va lui permettre de quitter sa famille avant que de devenir lui-même et de s'inscrire sur un ensemble plus vaste qui sera trouver une place dans la société dans laquelle il est. Eh bien, dans l'accompagnement, il y a déjà cette rupture avec les pairs qui est, pour les jeunes aujourd'hui, un refuge et souvent aussi un refus de bouger parfois parce qu'entre pairs, eh bien, il y a les émulations positives, mais il y a aussi des émulations qui sont moins positives. Dans les émulations moins positives, je pensais justement à Internet. Internet où, par exemple, je me souviens d'un jeune que j'avais accompagné qui avait 18 ans et qui se couchait à 3 ou 4 heures du matin et se levait vers midi, 1 heure, tel que vous disiez. Et donc, on était en train de parler ensemble de tout ça. Et il m'expliquait que finalement, tout ce qu'on était en train de dire, c'était vachement intéressant parce qu'il fallait qu'il en parle avec son copain qui avait 8 ans et qui jouait aussi sur Internet avec lui sur les mêmes durées de temps, les mêmes temporalités. Donc du coup, vous voyez, il y a quelque chose qui est très fort et qui se passe au niveau des pairs et qui peut être un obstacle ou au contraire une aide par rapport à la fait de progresser. D'où, je pense d'ailleurs que ce qui est toujours intéressant dans l'accompagnement, c'est d'alterner les différences, d'alterner des accompagnements qui peuvent être à la fois individuels, avec justement cet aspect initiation qui va se faire, et à la fois des accompagnements avec des pairs, peut-être au départ pour amorcer, pour rassurer. Donc cette double séparation de la mère d'abord, qui est la sécurité affective, de départ, de base, qui est une séparation rudement difficile à faire pour les jeunes d'aujourd'hui. Je rappellerai aussi que beaucoup de jeunes, il y a des études de sociologie qui ont été faites sur l'autonomie en chambre des jeunes qui se retrouvent d'une certaine façon
les parents préférant les avoir sous la main, préférant les surveiller, vont préférer faire en sorte que leurs enfants jouent chez eux sur Internet, en les équipant largement. Ils ont leur réseau d'amis, ils sont branchés avec ça. Ils se créent l'image et l'identité qu'ils ont envie. Je pense que vous parliez aussi, vous, de bricolage identitaire, ou une forme similaire peut-être. David Le Breton parle aussi de ça. Beaucoup de sociologues parlent de ce bricolage identitaire, c'est-à-dire ils vont se créer une image d'eux-mêmes au travers de ces jeux. Et cette image n'est qu'une image d'eux-mêmes, parce que eux, derrière tout ça, où sont-ils, qui sont-ils? Et tout d'un coup, de devoir venir faire un accompagnement avec quelqu'un, c'est se confronter à un réel qui résiste. Jusqu'à présent, quand j'étais sur Internet et que quelqu'un ne me plaisait pas de souci, je coupais, j'effaçais, je le tuais symboliquement. Quand au téléphone, quelqu'un me téléphone et que j'ai pas envie de l'entendre, j'ai une panne de batterie, le réseau passe mal. Donc je peux maîtriser toutes ces relations-là. Et tout d'un coup, me voici coupée de ce milieu rassurant où en fait j'existe pour ma famille et je suis à aimer, et en même temps je suis face à toute cette communauté humaine vis-à-vis de laquelle j'essaye de trouver une image et une identité. Et donc, se trouver face à un accompagnant, c'est arriver devant quelqu'un de réel qui va se montrer réel avec eux et qui va leur parler de ce qu'est la réalité des choses, pour laquelle ils ne sont pas toujours très prêts, de pouvoir parler d'eux, de ce qu'ils voient d'eux et de ce qu'ils comprennent, de ce qu'ils sentent d'eux et de se confronter à ce qui se passe là, et voilà un terrain de réel qui va se faire au niveau de l'accompagnement.